Bien, donc c'est une assemblée générale exceptionnelle dans la mesure où on n'a pas tous les interlocuteurs face à nous et les gens qui seraient prêts à intervenir sur nos débats, mais on vous a expliqué que techniquement, vous pouviez quand même vous manifester tout au long de cette réunion. La deuxième chose qui fait que c'est une réunion exceptionnelle, une assemblée générale exceptionnelle, c'est que nous sommes en plein milieu d'une pandémie, et ça c'est quelque chose que l'histoire de la Ligue ne connaissait pas jusque-là, et on espère d'ailleurs que ce sera la seule fois où on aura à le connaître. C'est vrai qu'on aura au moins 2 exercices impactés par cette pandémie, puisqu'on parle ce soir des activités de la fédération. Vous savez qu'il y a une assemblée, comme d'habitude, on a une assemblée générale relative aux activités qui se déroule en novembre. Et comme on n'est pas capable en même temps d'avoir les comptes financiers qui se sont clôturés à la fin de l'exercice, là, ou à la fin du mois d'août, on fera cette assemblée générale financière comme d'habitude au mois de février. Mais ce soir, on ne parle que des activités. Et donc, c'est des activités qui ont été bien impactées par la pandémie. Et on sait déjà que la suivante le sera aussi, puisque là, on est en plein confinement. Bon, la troisième raison qui fait que c'est une assemblée générale exceptionnelle, en tout cas, elle est pour moi parce que c'est ma dernière assemblée générale en tant que président de la Ligue 66. J'ai fait 20 ans de présidence et je vais donc arrêter après cette assemblée générale. C'est la dernière fois que j'ai l'occasion de la présider. Et je vais quand même dire que je souhaite rester membre du conseil d'administration. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me présentais aux élections de ce soir. Mais que je souhaite donner un coup de main, mais ne plus être président, parce qu'au bout de 20 ans, je crois que j'ai le droit de passer la main et d'avoir quelqu'un d'autre pour me remplacer qui le fera sans doute aussi bien, sinon mieux que moi. Donc, je vous souhaite à tous une bonne réunion et je déclare ouverte cette assemblée générale. Et nous allons commencer, comme d'habitude, par la lecture du rapport moral qui vous sera présenté par notre secrétaire général, Patrick Marcel. Bonne soirée à tous encore. À tout à l'heure. Et ensuite, nous enchaînerons sur les différents rapports d'activité, mais je viendrai vous présenter au fur et à mesure les responsables de service qui vont intervenir. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous revoir. Donc, je vais procéder à la lecture du rapport moral que je présente au nom du conseil d'administration. Le rapport moral donc a pour titre « Une année particulière ». La crise de la Covid-19 est venue freiner notre dynamique. Notre activité présentée dans le rapport annuel est tronquée. En nous imposant quasiment 2 mois d'inactivité, nous connaissons depuis le 11 mai, date de la première phase du déconfinement, un ralentissement important de nos activités en lien avec l'école. Nous résumerons notre activité de l'année 2019-2020 en 3 actes. Du 1er septembre au 12 mars, l'ensemble de nos activités s'inscrivent dans la continuité. Les administrateurs sont mobilisés sur l'actualisation de notre projet fédéral. Nous nous engageons dans une nouvelle aventure en devenant structure porteuse du DLA, dispositif local d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour la consolidation et le développement de l'emploi. Un nouveau service qui complète les appuis du Centre de ressources à la vie associative et qui nous inscrit dans de nouveaux partenariats. Le 12 mars, suite à l'annonce par le président de la République de la fermeture des établissements scolaires, les accueils de loisirs ferment. Les rencontres USCOP, les activités sportives de l'UFOLEP en milieu scolaire sont stoppées. Les classes de découverte sont annulées. Les pratiques inscrites dans le plan de développement artistique et culturel, la programmation de diffusion du spectacle jeune public sont arrêtées. Cela s'amplifie dès que le confinement généralisé est déclaré. Nous réalisons que la quasi-totalité de l'activité de la Ligue et de ses secteurs sportifs est mise en sommeil. Seul l'habitat jeune continuera à fonctionner avec une forme allégée dans l'hébergement et l'accompagnement socio-éducatif des résidents. Nous avons recours au chômage partiel. 95% des salariés sont placés en activité partielle. La vie statutaire est fragilisée, mais les liens sont conservés. Le 11 mai marque la fin de 2 mois de confinement. Le numérique prend progressivement sa place dans notre organisation. Les réunions par visioconférence deviennent notre quotidien. Le télétravail est expérimenté. Les e-rencontres de l'UCEP, testées pendant le confinement, une initiative remarquable pour garder les liens avec les écoles, sont reprises au niveau national. Suite à la réouverture des écoles, tous les élèves ne sont pas au rendez-vous. Nous nous inquiétons de cette rupture éducative et de ses conséquences. Bien que prudents
sur des velléités supposées du ministre de l'Éducation de sortir certaines activités des contenus scolaires, nous sommes investis dans le dispositif 2S2C qui consiste à accueillir tous les élèves en dédoublant les classes par des propositions d'activités culturelles, sportives et citoyennes. Les sorties scolaires ne sont pas autorisées, interrompant le démarrage tant espéré des activités culturelles de l'UCEP et des classes de découverte. Nous nous engageons avec la Fondation Kruger dans l'élaboration d'une proposition de séjour au Mas de la Coum s'inscrivant dans le dispositif Vacances apprenantes. Nous acceptons de porter le projet visant à la lutte contre la fracture numérique et au renforcement de la continuité éducative dans les quartiers de la politique de la ville à Perpignan et à Aisne. L'activité partielle est levée progressivement. Le dispositif local d'accompagnement est mobilisé dans le dispositif de secours ESS qui propose aux petites associations employeuses une aide d'urgence, un diagnostic et un accompagnement afin d'assurer la viabilité et d'aider au redressement. Notre offre, dans le cadre du renouvellement du marché public pour la gestion des accueils de loisirs du Lot-Ouest à Perpignan, est acceptée. L'été, les enfants et les jeunes sont au rendez-vous dans les accueils de loisirs, dans les séjours vacances, sur les activités sportives proposées par l'UFOLEP. Nous remercions pour leur confiance renouvelée l'ensemble de nos partenaires financiers, services de l'État, conseil régional, conseil départemental, collectivités locales, caisses d'allocation familiale, qui ont contribué à verser leurs aides pendant le confinement et après. Nous remercions la ville de Perpignan pour sa subvention exceptionnelle visant à compenser les impacts de la fermeture des accueils de loisirs. Enfin, nous remercions l'ensemble de nos équipes qui, depuis la première phase de déconfinement, s'adaptent continuellement à appliquer les différents protocoles imposés. Depuis le 11 mai, nous travaillons autrement, nous continuons à participer et à nous enrichir via des visioconférences. Nous nous adaptons aux protocoles sanitaires sans cesse actualisés. Le centre de ressources à la vie associative et le dispositif local d'accompagnement sont fortement mobilisés à la fois pour poursuivre leur mission et aussi répondre aux situations d'urgence vécues par un grand nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont les associations. Le télétravail s'amplifie. Nos locaux et nos salles de réunion sont fermés au public. La crise sanitaire passée, nous devrons analyser et interroger les nouvelles organisations de travail dans une société du numérique. Elles interrogent l'essence même de l'éducation populaire qui s'appuie sur le contact direct entre les gens pour concevoir des espaces de rencontre et des méthodes d'animation favorables à la construction collective. Les associations sportives auraient déjà perdu plus de 25% de licenciés. La diffusion du spectacle vivant est suspendue. Cette crise aura des conséquences économiques et sociales de grande ampleur. Nous devrons être plus que jamais aux côtés de nos associations affiliées et d'inventer des formes de soutien pour qu'elles retrouvent leur public. Avec la pandémie, la pauvreté augmente, le taux de chômage est en hausse. De nombreuses fractions de la population sont fragilisées, dont les plus jeunes. Il nous faudra être attentifs à celles et ceux qui resteront au bord du chemin. Une société du care, comme le définit Cynthia Fleury, c'est une société du prendre soin, où on comprend que nos interdépendances sont des forces qui nous permettent de transformer le monde de la façon la plus créative et solidaire possible. Le défi de la solidarité nous engage à réfléchir sur des propositions éducatives accessibles à toutes et tous, co-construites et prenant en compte les différents territoires de vie, et ce, sans exclusive. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été sauvagement assassiné parce qu'il enseignait la liberté d'expression et de conscience. Cet effroyable assassinat affecte la Ligue et son combat pour la laïcité. Nous l'avons dit à Marseille, l'éducation est plus que jamais un enjeu politique. Elle doit retrouver le sens du commun. Nous réaffirmons notre engagement pour la défense de l'école de la République, fabrique du citoyen, une école dont sa mission est l'éveil à la connaissance, la formation de l'esprit critique et de la liberté de penser par soi-même. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain, si petit et si humble qu'il soit, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi, ni obéissance à personne, et que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit, nous dit Ferdinand Buisson. Dans sa préface de l'ouvrage « En finir avec les idées fausses sur la laïcité », Jean-Louis Bianco, quant à lui, nous rappelle que lorsqu'elle est bien comprise et bien appliquée, la laïcité est un trésor et un formidable outil de cohésion nationale, tel un outil de maçon pour construire la maison commune. Mais lorsqu'elle est pervertie,
C'est cette même cohésion nationale qui en est la première victime. À l'image de Bernard Bernel et de Robert Garcia, notre Ligue a besoin de femmes et d'hommes qui s'engagent au quotidien pour faire société. Bernard nous a quittés le 31 juillet. Nous garderons le souvenir d'un homme bienveillant, dévoué au service de notre fédération. Au cours de ces 3 dernières années, Bernard a donné beaucoup de son temps pour les travaux de rénovation du 3 rue d'Outre et pour sa participation au projet Habitat Jeune, que ce soit la commission d'attribution des logements, le comité de pilotage ou encore les actions de parrainage de résidents en recherche d'emploi ou de formation. L'appartement partagé, foyer soleil de l'Habitat Jeune, restera à jamais associé à son nom. Quant à notre président actuel, en poste depuis 20 ans, riche d'un parcours d'enseignant engagé à l'UCEP, de délégué de l'UFOLEP, puis de secrétaire général de notre fédération, Robert Garcia nous a informé, et nous a informé en direct, qu'il ne souhaitait pas renouveler sa candidature au poste de président. Robert a toujours été attentif à l'équilibre des fonctions au sein de notre gouvernance, qui repose sur un binôme président-secrétariat général, dans le respect des champs de compétences et d'intervention de chacun. Entre autres actions remarquables, nous retiendrons de son secrétariat général l'installation de notre siège au 1 rue Michel Doutre, de sa présidence, la création de l'Habitat Jeune à Perpignan et l'instauration d'une gestion associative collégiale comme la répartition de responsabilités au sein de notre bureau, l'animation de commissions favorisant la rencontre entre administrateurs et salariés. En restant administrateur, Robert manifeste son attachement à notre fédération, sa volonté de continuer à s'impliquer, à mettre sa disponibilité, son expérience et ses compétences au service de notre projet. Nous devions, lors de cette Assemblée générale, le remercier publiquement. Nous le ferons dans d'autres circonstances. Dans notre fédération, à l'image de Bernard et de Robert, des femmes et des hommes bénévoles et volontaires s'engagent et agissent au quotidien aux côtés de professionnels pour faire République. Comme elle l'a toujours fait, dans des périodes de tourmente et d'incertitude, la Ligue saura faire preuve de résilience. Nous savons notre capacité à rebondir, engagés pour l'éducation, la laïcité, attachés à l'idéal de démocratie, nous serons au rendez-vous pour construire le monde d'après. Merci. Oui, c'est Robert. Bien, merci Patrick. Et rapidement, nous allons mettre aux voix ce rapport moral. Comment on peut se manifester pour approuver contre ce rapport. On va simplement voter contre, on a l'image de tout le monde. Contre, un smiley triste. Hein, ce sera ça notre code. Si vous votez contre, uniquement si vous votez contre, vous utilisez le smiley triste et sinon, ben, vous ne votez pas et on considérera que le rapport moral est adopté. Voilà. Qui ne dit mot consent, donc on attend le résultat de vos votes. Il y en a pour longtemps, Patrick? Non, c'est vrai, c'est immédiat. Et on peut considérer que le rapport moral a été adopté. Nous allons passer maintenant au rapport d'activité qui seront présentés par les responsables de service. Et pour ne pas revenir à chaque fois, je vais vous dire que les deux premiers seront Jérôme Tarbourièche pour l'UCEP et Hervé Massé pour le foyer des jeunes travailleurs, la résidence Habitat Jeune. Donc les deux premiers intervenants, Jérôme puis Hervé. Ceux qui viennent chaque année à l'Assemblée générale sont habitués. Alors, le rapport d'activité, attention, s'il vous plaît, les micros, on va tous les couper. Là, voilà, muez tout le monde. Ce rapport d'activité, je l'ai intitulé « Il était une fois l'UCEP 66 en 2019-2020 ». L'année 2019-2020 a été une année irréelle, un peu incroyable, si bien que j'ai l'impression d'avoir vécu une histoire tirée d'un recueil de contes. Un recueil de contes qui raconte des histoires pour faire peur aux enfants. Peut-être même que dans de nombreuses années, nos successeurs à la Ligue raconteront à leurs enfants l'histoire de l'UCEP 2019-2020. Et donc, pour vous présenter les grandes lignes de l'activité, j'ai choisi de vous raconter cette histoire. Alors là, je vous fais une petite mise en scène. J'espère que ça va marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez mon petit château? Je pense que oui. Je vais à nouveau partager mon écran. Allez.
Il était une fois un service de la Ligue qu'on appelait UCEP 66. On lui avait donné ce nom car c'était le nom du comité sportif du sport scolaire dans le 66. Et en ce début du mois de septembre 2019, le soleil brillait sur ce petit comité. Donc, en ce début de mois de septembre 2019, le soleil brillait sur ce petit comité. Plus de 13 000 petits lutins avaient même demandé leur adhésion car ils adoraient les magnifiques projets que proposait l'UCEP. Ceux-ci étaient toujours pleins d'éducation à la citoyenneté et sentaient bon le vivre ensemble. Tout le monde appréciait le petit comité UCEP. Lorsqu'il invitait le monde de l'école au bal-pop de la Ligue, plus de 500 personnes répondaient présentes et célébraient le comité dans de grandes farandoles. En cette saison 2019-2020, les projets du comité se déroulaient parfaitement. Les jeux d'opposition connaissaient toujours autant de succès. Un nouveau projet animatelé connaissait un très gros engouement. Les parents du petit UCEP 66 songeaient à rebaptiser le projet 1000 enfants à la neige 1165 enfants à la neige, tellement les lutins étaient nombreux à vouloir apprendre à skier. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais un jour, alors que les lutins étaient sur le point de réaliser leur 3e journée d'apprentissage du ski, une méchante sorcière nommée Gloria souffla si fort qu'elle fit tomber un morceau de montagne sur la 116. Cet effondrement rendit impossible les dernières journées de ski et fit annuler le fête de la neige. Cela attrista bien évidemment le petit comité et le monde de la montagne, mais de nombreux projets s'annonçaient jusqu'à la fin du mois de juin et regonflaient le moral de l'UCEP. Le petit comité avait même bien du courage lorsqu'il organisa une rencontre foot avec plus de 500 lutins sur les terrains de Cabestany. Il ne se doutait pas qu'une sorcière bien plus horrible encore commençait à jeter un terrible sort à toute l'humanité. On appelait cette sorcière maléfique la Covid-19. Le 12 mars, son maléfice mit la France entière à l'arrêt et stoppa net toutes les activités de l'UCEP. Tous les lutins étaient contraints de rester chez eux et ne plus fréquenter l'école. Ils ne pouvaient plus voir leurs petits camarades. Les gens devaient même porter des masques. Il fallait demander la permission à la méchante Covid pour pouvoir sortir de chez soi. Et pire que tout, les rencontres UCEP ne pouvaient plus avoir lieu. Les lutins avaient pourtant besoin de bouger, de garder du lien avec leurs camarades de classe. Le comité 66 ne pouvait se résoudre à pleurer dans son coin. Il fallait sauver les lutins et sauver l'UCEP 66 aussi. Alors le petit comité, qui était très malin, se mit à réfléchir intensément pour inventer un stratagème. Après 2 jours sans manger et dormir, il eut une illumination. Si nous ne pouvons plus organiser nos rencontres traditionnelles, alors organisons une nouvelle forme de rencontre adaptée à la situation, la e-rencontre. Le petit comité se retroussa donc les manches et proposa à toutes les classes primaires du pays catalan son nouveau concept de rencontre. De quoi s'agissait-il? C'est passé. Ouais. Dans le cahier des charges, il fallait proposer aux écoles un projet engendrant de l'activité physique simple et sans matériel, pouvant être réalisé au domicile. Le principe retenu était que chaque lutin devait réaliser une série de défis sportifs. Les parents étaient chargés d'envoyer les résultats à travers un formulaire en ligne et ces résultats s'incrémentaient les uns aux autres et cela permettait de constituer un score de classe. Un défi culturel sur l'histoire et les valeurs de l'olympisme faisait partie des défis, car l'enseignement de l'EPS est aussi un enseignement culturel. Les lutins purent profiter de ce projet pour témoigner leur gratitude envers tout le personnel soignant qui était sur le front de la Covid-19. En effet, chaque participant put poster un poème ou un dessin afin de redonner du courage à ces soldats qui bataillaient pour nous.
Le petit comité UCEP organisa ainsi 3 e-rencontres qui avaient chacune leur spécificité. Celles-ci comptèrent 675 participations de classe, inscriptions de classe, soit près de 14 000 lutins. Le concept connut un énorme succès, localement, mais aussi dans la France entière, puisque la e-rencontre fut relayée dans presque 100% des départements français. L'UCEP national demanda au petit UCEP 66 d'intégrer son équipe nationale pour aider le plus possible de lutins en France. Jamais le comité UCEP 66 n'aurait imaginé un tel succès. Jamais l'UCEP 66 n'avait établi de lien si direct avec les familles. Ainsi, le petit comité UCEP s'il ne put réaliser tous ses projets, connut en 2020 une reconnaissance inattendue dans un contexte vraiment pas propice à son activité. Ainsi s'achève la première partie de ce conte. Parce que, en fait, l'affreuse Covid-19 n'avait pas dit son dernier mot, elle est toujours là. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous raconter la fin de cette histoire, et j'en suis sûr, elle connaîtra une suite heureuse pour le petit comité. Je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Ce n'était pas une histoire pour dormir, hein. C'était une histoire pour vous faire peur. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, il faut toujours une personne qui passe derrière Jérôme, hein, comme chaque année. C'est moi qui m'y colle cette année. Donc, j'ai 5 minutes pour vous retracer un peu cet exercice 2019-2020 sur l'habitat jeune. Donc, vous avez eu tous les chiffres clés dans le rapport d'activité, donc je ne vais pas les reprendre. Juste essayer de faire un peu une présentation personnelle et vivante de cet exercice-là. Donc, c'est vrai qu'on a le début de l'exercice, les 6 premiers mois ont fonctionné, l'habitat jeune a fonctionné à plein régime comme une année classique avec tout son panel d'activités, le suivi individuel et les actions collectives dont vous avez l'habitude d'entendre chaque année. Donc voilà, les 6 premiers mois ont fonctionné de manière très active et pleine. Donc après, effectivement, est arrivé le confinement. Je vais essayer de parler des choses qu'on a réussi à faire malgré le confinement, plutôt que des choses qu'on n'a pas pu faire. Je vais essayer de mettre l'accent là-dessus. Donc effectivement, le confinement est arrivé au mois de mars. Donc la résidence habitat jeune a fonctionné un peu, là pour le coup, de manière partielle, même si il y avait quand même quelques personnels qui étaient sur place, parce qu'on ne pouvait pas laisser les jeunes seuls face à ce confinement. Confinement qu'ils ont d'ailleurs plutôt bien respecté. On n'a pas repéré sur cette période de confinement de situations vraiment de grande détresse, j'ai envie de dire. On a essayé d'être là à minima pour eux. Et j'ai envie de dire, l'outil qui nous a permis de garder ce lien, c'est, encore une fois, on en a parlé, ça fait 2 ans qu'on en parle, c'est l'épicerie, voilà, c'est le Market Sidou. On a pu maintenir l'aide alimentaire qui a d'ailleurs doublé sur cette période en termes de colis. Les jeunes, voilà, le jeu alimentaire a été forcément présent pour tous les Français, et ça a été le cas de nos jeunes qui ont vraiment bénéficié des colis alimentaires. Ça a été vraiment un axe fort de ce confinement, et on s'est aperçu l'importance de cette action encore plus que d'habitude. Après la sortie du confinement qui a été au mois de mai, donc là on a pris la décision de ne pas reprendre les activités collectives pour participer à la réduction de la pandémie. Donc du coup, on a fait le choix de se focaliser sur le suivi individuel et de voir comment, dans un premier temps, les jeunes avaient vécu ce confinement. Donc je le disais de manière plutôt correcte et sans situation vraiment de détresse. On verra sur le deuxième confinement et l'année prochaine si c'est le cas, parce qu'on est en train de regarder ça aujourd'hui. Voilà, et donc on a fait le choix et l'option de mettre vraiment toute notre énergie puisque l'équipe a repris du chômage partiel, hein, le reste de l'équipe a repris après le confinement, et donc du coup on a mis l'accent sur le suivi individuel et notamment sur l'emploi, parce qu'on s'est dit que ça allait être un enjeu fondamental par rapport à la situation Covid.
Donc voilà, sur les 2-3 mois, sur la fin de l'exercice, on a vraiment mis l'accent sur le suivi individuel et sur l'emploi. Ça a d'ailleurs porté ses fruits, puisqu'on a quelques jeunes qui ont pu trouver des apprentissages, puisque le gouvernement a mis aussi le paquet sur les apprentissages. Donc ça a relancé ce dispositif-là. Donc ça, c'était plutôt une chose positive dans ce confinement. Donc voilà, donc de manière globale, c'est une année particulière forcément qui a impacté tous les services de la Ligue, un peu moins peut-être Habitat Jeunes, puisque voilà, on a quand même pu rester auprès de nos résidents et heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, donc globalement, ça a été une année particulière, mais pas dramatique. Les résidences ont tourné à plein régime en termes de remplissage, donc ça c'est une bonne chose. Je crois de mémoire, il y a juste un logement qu'on n'a pas pu relouer pendant le confinement, voilà, puisque les entrées ne pouvaient pas se faire. Et quand le confinement est tombé le 17 mars, voilà, il y avait un logement qui n'était pas attribué, donc on n'a pas pu attribuer ce logement-là. Mais sinon, on est sur du taux d'occupation, comme d'habitude, de presque 100%. Donc voilà, ça c'est une bonne chose aussi pour l'équilibre de la résidence et de la Ligue. Donc c'était un point à souligner. Et pour finir sur les perspectives, voilà, on est très soucieux aujourd'hui de comment va se passer, comment vivent les jeunes ce deuxième confinement qui apparaît plus court mais peut-être plus difficile parce que c'est un reconfinement. Voilà, c'est un phénomène voilà, qu'on peut observer sur la France. Donc on va vraiment tâcher d'être au plus près de ce que peuvent vivre les jeunes, voilà, et être au plus près d'eux en termes de soutien psychologique. Et je finirai, puisque j'avais 5 minutes imparties, je finirai par juste un petit message à Bernard qui a marqué ma vie professionnelle, donc je lui adresse un salut là où il est. Voilà, bientôt. Alors, merci à Hervé et merci également à Jérôme qui a parlé avant lui pour l'UCEP, donc, alors que Hervé s'exprimait au nom de la résidence Habitat Jeunes. Et là, nous allons avoir une salle des 3 derniers rapports d'activité présentés par Olivier Boutin en ce qui concerne les vacances, par Sophie Lebon en ce qui concerne l'UFOLEP, et nous terminerons avec Philippe Coulange pour le secteur culturel. Bonne continuation. Bonjour. Alors, un instant, parce que moi aussi je fais mes petits essais. Alors, voilà, je vais vous présenter donc notre rapport d'activité pour le service vacances. Bien sûr, l'activité du service, un instant, je ne suis pas prêt après. Il faut que je parle plus fort, c'est ça? D'accord. Donc, l'activité du service vacances, séjour, loisirs éducatifs et formation n'a pas été épargnée, bien au contraire, par la crise sanitaire dont nous subissons les effets encore aujourd'hui. L'épidémie de Covid-19 nous a permis d'éprouver la solidité de nos équipes et a su relever de nombreux défis, tels que des situations administratives, de gestion sociale ou pédagogique inédites. Elle nous a également amené à faire des choix difficiles, comme le recours à l'activité partielle, et ce sont en tout 12 556 heures qui ont été indemnisées. Enfin, quelques effets inattendus nous ont obligés à nous adapter et ont laissé, dans l'épidémie, à laisser dans son sillage quelques petites perles que je vais essayer de vous présenter aussi à travers ce rapport d'activité du service vacances. Dans cette présentation, je vais bien sûr aborder l'impact en termes d'activité pour nos services, mais également vous présenter ces petites perles qui sont néanmoins l'implication de tous les acteurs du service vacances. Alors, pour les accueils périscolaires, pour les accueils périscolaires sur le secteur des Aspres de Perpignan, les heures d'accueil réalisées auprès des 1031 enfants mis bout à bout représentent 27 années d'une vie malgré une baisse de 27% de l'activité. Sur les accueils extrascolaires, sur le secteur des Aspres, Perpignan, Casse-de-Pêne et Villongue de la Salle-d'Ancre, représente également 27 années pour une baisse d'activité de 17% correspondant aux vacances de printemps. L'accompagnement scolaire, l'accompagnement scolaire a une diminution de 5% en raison d'une modification structurelle de l'activité indépendante de l'épidémie.
En fonction de leur nature, certaines actions sont annulées lorsqu'elles sont liées à l'école, d'autres maintenues, comme les interventions au sein du dispositif de réussite éducative qui ont pris tout leur sens pendant le confinement. En réponse aux contraintes posées par l'épidémie, l'équipe du service vacances a redoublé d'inventivité pour assurer la continuité de ces actions. Sur les accueils de loisirs, la mobilisation des équipes a conduit à l'apparition d'effets positifs tels que l'amélioration des échanges et la solidarité entre les équipes, l'utilisation de nouveaux moyens de communication plus efficients, le renforcement des liens avec les enseignants, avec les familles aussi, grâce à une disponibilité accrue des personnels éducatifs pour accompagner et rassurer les parents. De manière générale, l'adaptation au protocole a été l'occasion de mener une réflexion de fond sur nos organisations, conduisant à de nombreuses améliorations durables. Au niveau de la formation BAFA-BAFD, 2 sessions ont dû être annulées. La formation continue des animateurs est très impactée aussi, avec 6 sessions annulées, représentant par rapport à l'exercice précédent une baisse de 80% de l'activité. Le projet pro, pour lequel nous sommes associés à l'IRFA, est une exception avec une augmentation de 46%. Cette augmentation s'explique en partie par le fait que cette action, qui était balbutiante l'année dernière, prend petit à petit son rythme de croisière. Et sur la formation professionnelle, le CQP, animateur périscolaire, a dû être interrompu en mars pour être reporté en septembre 2020. Là encore, les obstacles nous ont obligés à nous réadapter et de nouvelles formes de formation sont apparues avec l'utilisation d'outils numériques, des nouveaux gestes professionnels et des formations à distance. Au niveau des séjours, sans surprise, les classes découvertes se sont effondrées dues aux difficultés d'organisation imposées par les protocoles sanitaires successifs. Les séjours Vie Vacances et Capado accusent aussi une baisse de 19% avec un séjour annulé et 2 autres reportés. De nouvelles pratiques sont apparues aussi suite à ces protocoles-là, comme le 2S2C, où 5 groupes ont été mis en place sur les écoles de Perpignan, les colos apprenantes qui ont pu bénéficier à 90 enfants pour bien préparer leur rentrée, et bien sûr le plaisir d'apprendre grâce à l'aide exceptionnelle octroyée par l'État qui ont permis à 13 enseignants d'intervenir, réalisant ainsi 143 journées d'action éducative au sein de nos accueils de loisirs et auprès des animateurs. Toutes ces actions ont permis d'offrir des espaces de rencontre au personnel éducatif des écoles et des accueils de loisirs, leur donnant l'opportunité de mieux se comprendre et d'apprendre les uns des autres. À nous maintenant de tenir compte de ces expériences et pourquoi pas les renouveler. Au final, à la mi-temps, le score est de 1 pour la Ligue, 0 pour le Covid. Le match continue. Merci d'avoir suivi cette petite présentation. Je laisse la place à Sophie pour le rapport de l'UFOLEP. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter un diaporama qui est là. Voilà, on va le mettre en diaporama. S'il veut bien se mettre. Voilà. Donc, alors en 2019-2020, on a eu à l'UFOLEP 3366 adhésions. Donc, on affiche une baisse par rapport à l'année précédente d'environ 700 licenciés. Et en fait, cette baisse n'est pas due au Covid, mais alors pas du tout, mais plutôt à ce qui était annoncé, hein, on le savait, c'est que l'activité rugby éducatif s'est arrêtée. Et donc, on a perdu les jeunes, les jeunes et les enfants. Hein. Si on regarde le comparatif entre 2018-2019 et 2019-2020, vous voyez que les adultes, ça bouge pas beaucoup. Par contre, ici, au niveau des enfants, on voit bien une baisse. Et donc, cette baisse d'adhésion est bien consécutive à l'arrêt
du rugby éducatif. Alors évidemment, hein, les affiliations ont baissé autant, on a perdu la vingtaine de clubs de rugby qui étaient affiliés chez nous. Voilà. Alors au niveau des activités des commissions sportives, donc on ne peut pas des commissions, pardon, des activités, on voit que la plus grande activité, l'activité phare de l'UFOLEP, c'est la gymnastique artistique. Vous voyez qu'avec 1156 adhérents, ça couvre environ un tiers de nos adhésions globales. Donc après, donc vous avez des activités. La deuxième activité, c'était le rugby, donc qui est parti. Et la troisième, c'était l'activité de la forme. Mais maintenant, cette activité de la forme ayant été divisée en activité de la forme douce, cardio et ensuite renforcement musculaire, on ne voit plus hein, le nombre exact pour l'activité de la forme. Donc on voit le handball qui se maintient avec des nouveaux clubs qui se sont affiliés cette année, Tuir et Banyos, qui nous a rejoints. On voit que le karaté Oshukai aussi prend de l'importance, hein, avec 143 licenciés. Et puis après, donc, vous voyez les différentes activités. Il y en a 28 au total qui sont pratiquées dans les différents clubs de l'UFOLEP dans le département. Si maintenant on regarde l'activité des commissions sportives. Alors, ici, vous avez la commission sport mécanique qui a pu réaliser son rassemblement de trial moto en février. Ensuite, pendant toute la période de confinement, évidemment, rien. Et après le déconfinement, ce sont la poursuite sur Terre qui a pu mener quand même quelques dates de son calendrier. Ça s'est terminé en octobre dernier, avec le Challenge Sud proposé par le club de notre président, Jolimia, et d'ailleurs en présence du président national, Arnaud Jean. L'autre activité, alors moi je ne vois pas bien, excusez-moi, il y a un ruban là qui me gêne, donc c'est tout ce qui est arts martiaux. Donc le judo a pu réaliser ses rencontres babies en février. Et le karaté, lui, a essayé de maintenir pendant toute la période une activité. D'abord, il y a eu la coupe départementale en présentiel, hein, en février. Et ensuite, pendant la période de confinement, ils ont proposé un challenge karaté chez soi à base de vidéos. Donc, les personnes envoyaient leurs vidéos au juge qui a permis de faire un classement. Et ils ont continué après le déconfinement, puisque bon, les sports de contact sont ceux qui ont le plus souffert hein, de la Covid-19. Ils n'ont pas pu reprendre, donc ils ont continué en faisant du e-karaté, toujours avec des séances vidéo. Pour la gymnastique artistique, ils ont eu le temps de réaliser les départementaux et les prépas gym en février. Alors, avec une particularité cette année, les départementaux se sont déroulés sur 3 sites sans public. Mais les jeunes ont apprécié puisque cette année, on renouvelle, on espère que ça pourra se dérouler de nouveau en février 2021. Et on a aussi organisé la formation fédérale de juges. Et ces jeunes juges ont pu s'exercer pendant les départementaux et la prépa gym. Et puis après, vous voyez, plus rien du tout. Au niveau des sports collectifs, le handball, bon, le calendrier du challenge a été lancé. Ils ont commencé à faire des matchs. Il y a eu 3 soirées féminines qui ont été organisées. Le tournoi de Noël aussi s'est organisé au Soleil. Et puis après, bien sûr, plus rien. Et pareil pour le volley. Donc, le volley a lancé son championnat 4x4 masculin, UFOLEP, et les championnats que l'UFOLEP fait en partenariat avec la FFVB. Et puis, comme vous voyez, plus rien. Donc, on va dire que c'est vraiment l'activité sportive, de toute façon, tout le monde est concerné, a été la plus impactée pendant cette période de confinement. Par contre, au niveau de l'activité même du comité, alors c'est la suivante. Hop, non, excusez-moi, je ne suis pas très douée. Hop, je passe à la suivante. Voilà, la suivante. Au niveau de l'activité du comité, alors, nous avions démarré
des activités, des séances, des interventions auprès des publics seniors, auprès d'un public handicapé. Donc, avec l'arrivée du confinement, plus rien n'a été fait. Et comme ce sont des publics adultes, après le déconfinement, nous n'avons pas pu remettre en place ce que nous avions démarré. Par contre, concernant les interventions en milieu scolaire, donc arrêtées pour le confinement, on a pu reprendre des interventions en milieu scolaire, mais pas les mêmes. Nous sommes intervenus dans le dispositif 2S2C dont vous a parlé mon collègue précédemment. On a continué aussi des interventions au niveau des points jeunes et des ALSH. Le PSC1 a pu redémarrer avec évidemment des modifications. Il fallait tenir compte des mesures sanitaires. Et l'activité que nous avons pu conserver, c'est la formation professionnelle. Pendant le confinement, nous avons mis en place un contact téléphonique avec les stagiaires de nos formations. Et c'était donc 3 formations à l'époque. On a pu comme ça maintenir un contact, reprendre dès le déconfinement en visio, puis en présentiel, de façon à pouvoir amener tous ces jeunes aux évaluations qui se sont déroulées en septembre, octobre et novembre de cette saison 2020-2021. Alors, maintenant, je vais vous parler de 2 axes, 2 thèmes que nous avons le plus travaillé cette année. C'est dans le sport santé d'abord. Donc, vous voyez qu'au niveau des seniors, nous avons développé notre action senior. Nous n'étions jusqu'à présent qu'avec 2 associations, AALMA et MGEN, et aussi Montesco, l'association Yoga pour tous. Eh bien, l'année 2019-2020, nous sommes intervenus aussi sur la commune de Vingros, sur la commune de Saint-André, sur la commune d'Argelès et dans l'EHPAD de Sorède, ce qui fait qu'on a touché une 60aine à peu près de seniors. Donc, notre action est surtout de sortir les seniors de leur isolement et de leur proposer une activité physique et sportive. Autre public tout nouveau en 2019-2020, pardon, ça a été le public handi. Nous menions une séance par semaine auprès d'un groupe d'adultes qui est accueilli dans l'ATO, qui est une des associations de l'UNAPI 66. Autre public, le sport santé, cette fois-ci, on a touché tous les publics, pas que les adultes. On est aussi allé vers les jeunes avec 2 grands dispositifs. Un dispositif de lutte contre la sédentarité et un autre dispositif qu'on appelle Manger Bouger. Alors, la lutte contre la sédentarité, c'est le dispositif Alter Ego que nous menons depuis déjà 2018-2019 auprès des écoles et collèges de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Donc, c'est un dispositif qui est porté par la Ligue de l'enseignement régional, financée par l'ARS. Et donc, nous avons touché presque 100 jeunes, 100 enfants sur les écoles de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Autre public, c'est le public des jeunes, des points jeunes. Et là, nous avons mené le Manger Bouger. En fait, on l'a appelé Manger Mieux, Bouger Plus, qui, avec en partenaire le GDOS, qui nous a financé nos activités avant le Covid et ensuite pendant tout l'été. Voilà pour nos activités sport-santé. Ensuite, je vais terminer sur une thématique qui a été très importante pour nous cette année, l'insertion sociale et professionnelle. Vous connaissiez, on vous a parlé les années précédentes du Boost. Eh bien, le Boost, nous l'avons prolongé dans ce qu'on appelle le parcours coordonné, qui est un dispositif national où, cette fois-ci, nous amenons les jeunes jusqu'à une formation professionnelle. Donc, pendant 9 mois, ces jeunes-là que vous voyez, donc vous en voyez 12 sur 13 qui se sont inscrits dans ce parcours coordonné, ils ont pu passer le BAFA-PAS, ils ont pu passer le PSC1 et aussi le CQP-ALS. Et les évaluations se sont déroulées en octobre-novembre et on en a quand même sur un groupe de, on va dire, 13 au départ, 3 nous ont quittés dans l'année pour des raisons particulières, familiales et autres. Donc, sur les 10 qui restaient, il y en a quand même 4 que nous allons pouvoir valider au niveau du CQP. Et ce parcours coordonné se poursuit cette année. On a démarré le 2e parcours coordonné avec une quinzaine de personnes.
Donc là, vous les voyez, ils ont fait leur séjour socio-sportif de 5 jours au Sud Canigou, à Ross-sur-Tech, avec les 2 coordonnateurs, donc Jean-Philippe Salcedo et Jacques Morand, qui est vice-président de l'UFOLEP. Voilà. Donc, au niveau des activités, nous n'avons pas vraiment arrêté, nous avons été impactés, c'est vrai, mais ça va, je pense que l'UFOLEP est suffisamment solide et a tenu le coup. Ce deuxième confinement qui démarre, ça va être autre chose parce qu'il démarre pratiquement au début de la saison. Je pense que c'est plus là au niveau des licences qu'on va voir l'impact qu'aura eu la Covid-19, ce deuxième confinement sur nos licences et sur nos affiliations. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mon collègue de la culture, Philippe Coulange. Je ne sais pas sortir, on va sortir. Rouge, rouge. Voilà. Voilà. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ces circonstances exceptionnelles. Alors, contrairement à d'habitude, j'ai rédigé ma petite intervention pour essayer de rester dans les clous du temps qui m'est imparti. Donc, j'ai conscience ce soir de m'adresser à 2 types de personnes, 2 types de militants. Tout d'abord, ceux qui sont très intéressés par les activités culturelles de la Ligue 66. Et ensuite, ceux qui sont des militants de la fédération, de l'UFOLEP, de l'UCEP, et donc intéressés par le service culturel comme étant une composante de la fédération. Alors, au premier, je signalerai que nous avons déposé sur le site de la Ligue 66, en bas de la page culture, 5 dossiers que vous pouvez donc consulter quand vous voulez et que vous pouvez même télécharger. Le rapport d'activité de l'ensemble de nos actions de l'année, qui comporte 28 pages, voilà, c'est celui-là. Et ensuite, 4 dossiers bilan de nos actions les plus importantes de l'année. Le réseau départemental de diffusion jeune public, que nous menons en partenariat avec les communes. Le dossier enfants acteurs, enfants spectateurs, qui traite de l'éducation artistique en partenariat essentiellement avec l'éducation nationale. Le dossier théâtre en catalan que nous menons avec Canopé. Et enfin, le dossier théâtre, musique et danse au collège en partenariat avec le conseil départemental. Vous avez donc accès de façon très précise à ce qui a pu avoir lieu et ce que nous avions prévu de faire et qui a dû être annulé ou reporté. Alors pour les autres, c'est-à-dire ceux qui sont juste intéressés par la place et le sens des actions culturelles de la fédération, je voudrais simplement replacer la crise actuelle de nos activités dans le temps long et pointer 3 moments particuliers, 3 crises qui jalonnent notre histoire et qui, je explique ce que nous travaillons aujourd'hui et sur cette question du être ensemble à partir du spectacle vivant, puisque c'est la caractéristique du service culturel de la Fédération des Pyrénées-Orientales. Le premier temps, c'est la fin des années 70. Le cinéma, le support argentique de l'image, c'est-à-dire les grosses bobines, est supplanté par le support magnétique, le VHS, les cassettes audio. Le monde est envahi par les images, la télévision et la vidéo. On croit que le théâtre et la danse vont disparaître des pratiques populaires. On s'aperçoit assez vite qu'il n'en est rien. Et qu'il y a un renouveau des pratiques amateurs, que le hip-hop émerge et renouvelle la pratique et la vision de la danse. On s'aperçoit qu'il y a un besoin d'être ensemble dans un rapport direct à l'autre. Deuxième temps, le milieu des années 80.
Jean-Louis Rollot, secrétaire général national de la Ligue, lance un programme d'action de développement du spectacle vivant pour le jeune public que nous allons développer dans les Pyrénées-Orientales à partir de la fin des années 80, les années 90 et depuis lors. Votre serviteur pendant 8 ans, puis Guy Bouet pendant 16 ans et à nouveau moi depuis 2010. C'est ce travail à la fois affiné et renouvelé qui explique le maillage territorial que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, le troisième temps, la fin des années 90, Jacqueline Génie, responsable nationale culturelle, vient finir sa carrière dans les Pyrénées-Orientales, d'abord à la Ligue, puis à l'inspection académique. C'est elle qui mettra en place de bonnes habitudes de travail partenarial entre les collectivités locales, les services de l'État et les associations d'éducation populaire, en créant en particulier Couleur Culture et Expo Sciences. Ce travail sera repris et amplifié par la personne qui lui succédera, Alix Bourat, qui soutiendra, créera, impulsera toutes les actions d'éducation artistique et culturelle que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, dans le plan départemental d'éducation artistique et culturelle et les nombreuses actions dans le premier degré avec le soutien des conseillers pédagogiques. Voilà, en conclusion, et pour se projeter au-delà de la crise que nous connaissons aujourd'hui, il me semble indispensable de souligner l'importance d'avoir une politique qui s'inscrive dans le long terme autour de ce qui fait l'ADN de la Ligue, le vivre ensemble, la laïcité, l'éducation et la culture. Car le rapport à l'autre dans une relation de proximité est indispensable à la formation de la personne et du citoyen. Et que cette politique claire permettra d'accueillir au sein de la fédération des personnes qui en seront porteuses, puisque le développement des actions est indissociable de la qualité des gens qui la mettent en œuvre. J'essaye de porter la politique culturelle de la Ligue, je m'en nourris et elle me transforme, elle aussi. Et saluer, pour finir mon intervention, Robert Garcia, qui, bien que n'ayant pas un profil exclusivement culturel, a accompagné toutes les évolutions que je viens de vous décrire, d'abord en tant que secrétaire général, puis en tant que président. Voilà, on se retrouve l'année prochaine. Dans une clé top secrète, j'ai récupéré les résultats des élections. Je vais essayer de les afficher. Et le président, ça prête. Alors, merci à tous nos rapporteurs pour les activités. Je rappelle que normalement, les responsables de l'association ont reçu un exemplaire par écrit chez eux. Donc, ils ont pu le consulter, ils ont pu s'imprégner du contenu de ce rapport. Et je vais quand même maintenant, après la présentation de ces rapports, vous demander si vous êtes d'accord pour les approuver ou pas. Donc, alors, que ceux qui sont contre ces rapports d'activité le manifestent comme tout à l'heure pour le rapport moral. Avec le smiley qui pleure, voilà. Voilà, le smiley qui pleure, si vous n'êtes pas content, sinon on considérera que les rapports d'activité sont adoptés. C'est normal. Alors, il n'y a plus d'image, me dit-on, mais bon, chez nous, il n'y a plus d'image. On peut considérer que les rapports d'activité sont adoptés et nous allons maintenant passer au résultat des élections, puisque l'Assemblée générale n'était pas extraordinaire, mais c'était quand même une Assemblée générale élective, vous avez dû le voir et vous avez dû vous manifester en exprimant vos votes. Je vais demander à Marielle de nous présenter les résultats de cette élection. Alors, elle n'est pas présente avec nous ce soir. Elle est venue tout à l'heure pour le dépouillement. Elle a présidé le bureau de vote. Et puis maintenant, elle est chez elle. Elle va nous parler du résultat de ce vote et des élections au nouveau Conseil fédéral. Donc, on attend la prise de parole de Marielle. Ok. Alors, bonsoir à tous, puisque je n'avais pas eu l'occasion de dire bonsoir à tous. Donc, nous nous sommes réunis tout à l'heure de 16 à 18 heures, moins le quart, pour procéder au dépouillement. Donc, j'étais assistée de Chantal Monnier et de Jean-Paul Durand.
Donc, tout s'est très, très bien passé. Donc, le nombre des électeurs inscrits, ben, vous voyez, il s'affiche. Il y avait donc 269 personnes, structures ou entités, on va dire, qui étaient composées par 245 personnes morales et 24 personnes physiques. Il y a eu 71 votants au total, qui se décomposent en 50 personnes morales, c'est-à-dire les associations, etc., et les personnes physiques, et 209 suffrages exprimés, aucun bulletin blanc ou invalide. Donc, il s'agissait d'élire 10... il y avait 10 candidats. Donc, ces 10 candidats, donc, je vais vous annoncer donc, les résultats. Donc, Alain Ballard a obtenu 192 voix, Olivier Bétouin 206, Marguerite Bresson 209, Robert Garcia, notre cher président, 206, Stéphane Labalme 206, Jo Ligna 205, Hélène Marsal 209, Chantal Monnier 204, Suzanne Sylvestre-Panté 186 et Nuria Wenzal 204. Alors, je dois juste rajouter que sur ces 10 élus, 3 sont des nouveaux, c'est-à-dire Stéphane Labalme, Hélène Marsal et Nuria Wenzal, à qui je souhaite la bienvenue. Et je voulais aussi me féliciter sur le fait que sur ces 10 nouveaux élus, il y avait une parité totale puisqu'il y a 5 hommes et 5 femmes. Voilà, je vous rends la parole et voilà. Merci Marielle. Merci Marielle. Donc il y a parité sur le nombre d'élus sur cette nouvelle tranche. Et moi, je vais vous donner la composition du conseil d'administration au complet. Alors, je vous donne la lecture par ordre alphabétique. Ce conseil fédéral est composé de Harcourt Aurélie, Ballard Alain, Barthès Michel, Bétouin Olivier, Bétouin Casuleras Martha, Bourrat Alix, Bresson Marguerite, Delory Bertrand, Durand Jean-Paul, Garcia Robert, Girer Marielle, Labalme Stéphane, Lamraou Yasmina, Limia Joachim, Marsal Hélène, Marcel Patrick, Monnier Chantal, Morand Jacques, Mazopiné Lucienne, Roche Joël, Sanchez Guillaume, Sylvestre Panté Suzanne et Wenzal Nuria. Et dans la composition de ce conseil d'administration, de ce conseil fédéral, est de 23 membres. Et sur ces 23 membres, il y a 11 femmes et 12 hommes. Donc là aussi, la parité est pratiquement respectée. C'était difficile à respecter totalement puisque c'est un nombre impair. Il y a également des membres associés à ce conseil d'administration, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas présentés aux élections, mais qui sont invités à toutes les réunions. Il s'agit de Philippe Coulange, Lebon Sophie et Tabourier Jérôme, qui sont tout simplement des responsables de service, mais qui sont des enseignants détachés auprès de notre fédération. Et comme ils sont nos salariés, on préfère qu'ils ne soient pas élus pour ne pas avoir à jouer un rôle ambigu lorsqu'il s'agit de traiter des problèmes des salariés. Le seul salarié qui est élu à notre fédération, c'est Patrick Marcel, qui est notre secrétaire général. Il y a également dans ses membres associés Philippe Gélade et Hervé Massé, bien entendu, qui lui est le directeur du foyer des jeunes travailleurs. Alors nous allons en terminer avec cette assemblée générale. Et d'abord, je voudrais vous remercier d'abord les gens qui étaient présents ce soir pour vous présenter ces différents rapports, ces différentes activités. Remercier tous les gens qui sont derrière leur écran de télévision et qui ont très peu intervenu, mais qui ont été sans doute très actifs et qui ont approuvé ces rapports. Je voudrais également remercier l'ensemble des personnes qui œuvrent pour que nous arrivions à réaliser ces activités. Vous savez, nous, les élus de la fédération, les membres du conseil fédéral, on n'est pas du tout responsable de ce qui se passe, de ces rapports d'activité. Si on arrive à faire tout ça, c'est parce que nous avons des responsables de service qui sont vraiment au top, qui sont très présents, qui sont responsables. Et nous avons également un personnel salarié qui est compétent, qui est efficace et qui sait nous assister dans toutes les entreprises que nous lançons. Donc, merci à tous ces gens. Je voudrais dire merci également à tous les gens, nos partenaires, nos responsables d'associations qui nous font confiance
et leur dire qu'à la fin de cette Assemblée générale exceptionnelle, je vois poindre une lueur d'espoir. Je crois que nous allons bientôt sortir du tunnel, que grâce à l'arrivée des vaccins, grâce à l'arrivée grâce au corps médical qui arrive à nous aider à surmonter cette pandémie, grâce à la responsabilisation de chacun qui fait que la maladie se propage un peu moins et qu'actuellement nous sommes en train de décélérer dans le nombre de cas. Mais je crois que bientôt nous allons pouvoir relancer à fond nos activités et nous espérons rapidement atteindre le niveau que nous avions avant cette pandémie. Et je vais dire là à tous les responsables bénévoles, à tous les éducateurs, à tous les dirigeants d'associations, à tous les partenaires, puisque dans certains secteurs, nous n'avons pas forcément des adhérents, des licenciés et des adhérents, leur dire que nous allons être auprès d'eux chaque jour pour les aider à relancer leurs activités, parce que nous savons ce que c'est qu'être responsable d'une association, et quand l'activité s'est mise au ralenti pendant 2 ans, c'est difficile de la relancer. Nous allons tout mettre en œuvre pour les aider et pour faire en sorte que les gens reviennent pratiquer des activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. Et nous tenons absolument à le faire parce que c'est indispensable. Le rôle de la Ligue, c'est d'aider au fonctionnement de ce milieu associatif, de toutes ces activités sportives et culturelles, parce que nous formons, en même temps que nous formons des sportifs ou des culturels, nous formons également des citoyens. C'est le but de la Ligue et je vous remercie de nous aider à le réaliser. Merci à tous et bonsoir.